Et maintenant, Christian et René vont interroger nos invités de Terre de Liens. Un mot pour dire à nos invités pourquoi nous les avons invités et dans quel esprit nous sommes à attaque. Nous nous interrogeons sur l'économie sociale et solidaire, pas comme des curieux, ce qui serait déjà bien d'être curieux, mais parce que nous nous disons qu'elle peut apporter à notre réflexion sur un avenir possible et meilleur, que nous résumons dans cette sorte de profession de foi, une autre vision du monde est possible. Nous pensons en effet que cette autre vision du monde ne peut se fonder que sur ce qui existe, que sur l'existant, des choses concrètes, visibles, reconnues, qui peuvent nous rendre sinon optimistes, à tout le moins confiants en dépit du néolibéralisme ambiant et dominant. Terre de Liens fait-elle partie de ces associations qui font de ces choses concrètes qui nous rendent confiants? On pense que oui, disons-le tout de suite. Terre de Liens défend l'agriculture biologique en créant des emplois, ce ne peut que nous séduire. Terre de Liens s'attaque à l'ordre établi, et par le moindre, puisqu'elle s'oppose à la spéculation et par n'importe laquelle, la spéculation foncière, ça ne peut que nous plaire. Terre de Liens, en un mot, défend ce bien commun qu'est la terre, c'est aussi notre combat. Nous accueillons aujourd'hui William Lovlick, animateur de Terre de Liens pour le Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir William. Bonsoir. Et Elena Ferrero, qui est... Bénévole à Terre de Liens. Bonsoir. Donc nous avons une vision déjà pas mal de Terre de Liens avec ces deux invités. Pour comprendre, William, il semble que nous devons passer par un peu d'histoire. Elle sera courte. Terre de Liens existe depuis 2003. Exactement. Alors l'association nationale a été créée en 2003 et en région on a créé l'association en 2008, donc il y a 5 ans. Voilà, mais l'histoire de Terre de Liens remonte à un peu plus longtemps parce que en fait le début des réflexions autour d'un mouvement qui réfléchirait sur la terre comme bien commun, ces réflexions ont démarré à la fin des années 90, on va dire, impulsées par des personnes issues à la fois de mouvements paysans, de mouvements de l'économie sociale et solidaire, et puis des agriculteurs biodynamistes, des citoyens qui se posaient des questions aussi sur la consommation de produits issus de l'agriculture biologique et paysanne. Voilà, donc ça remonte un peu plus loin, mais c'est pas né comme ça du jour au lendemain, on va dire. Oui, ça on peut l'imaginer en effet. Mais ce rassemblement s'est fait comment? Il y a un leader, un charismatique, un go. Alors, il y a quand même quelqu'un, c'est vrai, je l'appellerai pas go, mais il y a quand même quelqu'un qui a beaucoup impulsé pour les réflexions, qui est le président actuel, qui s'appelle Sjoerd Wartena, donc en fait dont l'histoire est assez particulière puisqu'il n'était pas agriculteur à la base, issu de Hollande, et il est arrivé dans la Drôme et s'est installé on pourrait dire en néo-rural, voilà, quelqu'un qui s'installe en agriculture biologique, donc il a cultivé de la lavande, et bon, je connais pas toute sa ferme, mais je sais qu'il a beaucoup fait dans la Drôme pour impulser des nouvelles dynamiques de commercialisation, pour que les agriculteurs puissent être un peu plus maîtres de leur prix, et puis il a fait aussi, il s'est très vite rendu compte qu'il y avait un problème d'accès à la terre, ne serait-ce que dans son village, et il a impulsé une dynamique qui est devenue rapidement une dynamique nationale, voilà, en lien avec le salarié aussi d'aujourd'hui du fonds de dotation, qui était le premier salarié de Terre de Liens, qui était en fait rattaché au début à une association d'éducation populaire. Donc Terre de Liens est aussi un mouvement qui se revendique de l'éducation populaire, on va dire. Comme Attaque, merci. Voilà, tout comme Attaque. Et donc du coup, ce premier salarié était porté par une structure qui s'appelle Relier, donc une structure qui fait de l'éducation populaire en milieu rural, et a initié donc ces réflexions, voilà, autour du foncier mais bon, donc Sjoerd Wartena et le premier salarié n'étaient pas du tout les seules personnes autour de la table. Il y avait beaucoup de gens, il y avait la NEF, donc la nouvelle économie fraternelle, donc une banque éthique aussi, autour de la table lors des premières réflexions. Donc Relié en tant que mouvement d'éducation populaire, un peu fondateur aussi de la dynamique Terre de Liens, et aussi des paysans et agriculteurs issus certains issus de la lutte du Larzac, donc qui étaient aussi dans la gestion de ce qu'on appelle un GFA.
C'est un groupement foncier agricole. Donc en gros, le Larzac est aujourd'hui le plus gros GFA de France. Et donc le principe du GFA, c'est de pouvoir rassembler des sociétaires ensemble et porter la terre collectivement pour y favoriser l'installation. Alors, bien entendu, GFA, c'est un outil de l'agriculture. C'est pas forcément un outil philanthrope. Il peut être utilisé de plein d'autres façons, mais les gens qui étaient autour de la table au moment de la création de Terre de Liens, pour certains, étaient des gens qui avaient contribué à la construction de GFA, donc à des portages collectifs de terre, pour favoriser des installations ou démarrer des fermes en agriculture biologique ou biodynamique. Et la réflexion de Terre de Liens démarre vraiment autour de questions, on va dire, très très pragmatiques. On parlait de choses concrètes en introduction, qu'on puisse reconnaître et qui soient visibles. Et les questions étaient très très pragmatiques. Les premières questions en fait qui étaient soulevées par les personnes qui étaient autour de la table sur ces histoires de GFA, c'était comment dépasser les limites du GFA. C'est-à-dire qu'on voyait un certain nombre de limites qui vont peut-être apparaître comme techniques, mais qui sont pas anodines, lorsque plusieurs sociétaires se mettent ensemble pour acheter de la terre et démarrer une ferme, ou faciliter le démarrage d'une ferme éventuellement. Ça peut poser des soucis, c'est si un des sociétaires part, la ferme est en péril. Donc une des premières limites qu'on voyait au GFA. Par ailleurs, dans un GFA, un groupement foncier agricole, quand le GFA fait un emprunt, par exemple, la responsabilité individuelle des gens peut être mise en cause. Donc en gros, s'il fait un emprunt et qu'on n'arrive pas à rembourser, la banque peut aller prélever les biens directement de la personne qui s'est lancée dans l'aventure. Ça peut refroidir des gens qui ont juste envie de participer à du portage collectif de foncier pour l'agriculture biologique, mais qui n'ont pas envie d'aller jusqu'à ce niveau d'implication individuelle, ce qui peut se comprendre. Donc la construction des outils financiers Terre de Liens, qui sont arrivés après, on va en parler, mais était fait pour répondre à ces limites techniques, on va dire, mais qui sont pas que techniques. Alors, ça me semble avoir, parce que vous nous avez donné une littérature abondante. Là, moi, j'ai trouvé super bien fait le document. C'est quoi Terre de Liens et comment on s'y prend avec Terre de Liens. Je voudrais que vous nous expliquiez la démarche. Ça, on a déjà compris un bout, mais les questions d'achat de terre par la foncière, l'organisation aussi de Terre de Liens dans l'ordre que vous voulez. Donc l'achat de terre par la foncière. En gros, le Terre de Liens, donc il y a la foncière Terre de Liens, je précise. La foncière Terre de Liens. Donc Terre de Liens, c'est vrai qu'on est très connu pour cet outil qui est la foncière, qui est un outil d'acquisition de terre pour finalement pouvoir les louer, donc favoriser le droit d'usage du sol à des gens qui souhaitent s'installer en agriculture biologique et paysanne, telle qu'on essaie de la promouvoir. C'est pas anodin si on a inventé cet outil, c'est qu'il y avait un problème d'accès à la terre en amont, et qu'il fallait y trouver une réponse. Et donc en remarquant, les premières réflexions justement dans les années 90 et puis qui ont amené à la naissance de Terre de Liens, en voyant que le prix des terres était dans certaines régions de plus en plus élevé, en concurrence avec l'urbanisation et même aussi en concurrence entre agriculteurs qui étaient prêts à mettre de plus en plus d'argent et faisaient grimper les prix, cela limite. Et puis il y avait de moins en moins de personnes qui étaient issues du monde agricole, donc qui avaient le patrimoine, donc qui pouvaient permettre de s'installer avec un patrimoine qui avait une valeur de plus en plus élevée. Et par ailleurs, des gens qui avaient aussi de moins en moins accès à l'information, quelles sont les terres disponibles, etc. Donc la problématique de l'accès à la terre devenait grandissante. Et puis par ailleurs, le modèle agricole prenait une orientation industrielle et les fermes une orientation vers l'agrandissement, qui justifiait aussi d'avoir une réflexion sur ce foncier, son usage, sa réattribution éventuellement à d'autres personnes. Donc c'est ça qui poussait à la création d'un outil national, on va dire, et qui répondait aussi aux limites que j'ai expliquées tout à l'heure par rapport au GFA, de responsabilité, d'investissement tournant, etc. Si bien que la foncière a été mise en place, qu'est-ce que c'est? Ça a été mis en place en 2006. C'est une société en commandite par action, on va dire un pur outil capitaliste initialement,
qui était un peu... Du XVIe siècle, quand même. Date du XVIe siècle. Qui nous vient, il me semble, d'ailleurs, des commerçants italiens, initialement. Et qui a été détourné de ses fonctions, on va dire. L'avantage qu'il représente, cet outil, c'est qu'il peut déconnecter le capital, donc les personnes qui amènent de l'argent, et déconnecter donc les actionnaires de la décision qui est prise sur l'orientation de ce capital. Éviter, par exemple, une prise de pouvoir de l'argent inamicale, comme on dit voilà. En termes boursiers. Donc l'idée, c'est de se protéger de personnes qui pourraient mettre beaucoup d'argent et tout d'un coup décider du projet de qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Devenir majoritaire de... Voilà, exactement. Donc il y a plusieurs garde-fous. Il y a le fait donc de déconnecter la décision et les actionnaires, et puis il y a le fait aussi de limiter les apports en capitaux aussi, c'est-à-dire que chaque entrée en capital, si elle est trop importante, elle est réfléchie, analysée. Du coup, l'idée, c'était d'avoir une entité extérieure qui gère ce capital, qui est aujourd'hui et qui est en cours de réflexion. Mais ça regroupe à la fois le Terre de Liens et la Nef en tant que banque éthique et créateur de l'outil foncière. Donc du coup, il y a un représentant de l'association nationale qui gère cet outil et qui doit refléter la voix de l'association nationale. Et donc ensuite, cette société en commandite par action permet de rassembler de l'argent d'actionnaires sous forme d'actions, alors initialement de 100 €, mais qui ont été revalorisées à hauteur de l'inflation à peu près, qui ont été revalorisées cette année à 102 € par action. Et les gens donc peuvent devenir actionnaires, prendre une part, donc ou plusieurs, et participer donc soit à alimenter ce capital qui après dont le capital sera fléché vers des acquisitions de fermes. C'est en gros un candidat à l'installation en agriculture biologique ou paysanne qui vient vers nous, qui nous dit j'ai cette terre, j'aimerais que Terre de Liens en fasse l'acquisition, et voilà. Est-ce que vous pourriez et nous on instruit le projet, quoi. D'accord, on verra l'instruction du projet. Antoine. Est-ce que c'est le même système que les livrets Agir du crédit coopératif, où il y a un renoncement donc des sociétaires aux intérêts, un petit peu comme avec Terre et Humanisme de Pierre Rabhi? Mais je vais laisser Elena peut-être expliquer quelle peut être la démarche d'actionnariat, enfin puisqu'elle est Elena est aussi actionnaire de la foncière. Donc voilà, peut-être elle peut expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'investir dans la foncière par rapport à un investissement. Enfin, est-ce qu'il y a un arbitrage entre d'autres investissements possibles? René, peut-être aussi une question dans le même simplement, sens. Non, je voulais seulement préciser que les livrets Agir du crédit coopératif, c'est totalement différent. Ce ne sont pas des actions, simplement des livrets en fait, où les gens font entre guillemets des dons sur livret. Justement, peut-être que j'ai pensé aussi, ça serait peut-être intéressant pour Terre de Liens que le crédit coopératif mette en place un livret Agir Terre de Liens. Et qu'on bénéficie des intérêts. Oui. Voilà, c'est-à-dire en fait les intérêts du livret sont divisés entre le particulier, la personne qui investit, et l'association qui l'a choisi d'aider. Oui, mais il est vrai que le terme action me choque un petit peu dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, donc je pense que ça doit avoir quelques explications, n'est-ce pas? Oui, en fait, la question est très simple. Quand j'ai commencé à gagner un petit peu de l'argent, je me suis posé la question, où est-ce que je vais mettre cet argent? Je me suis dit, est-ce que je le laisse dans ma banque? Ou une fois, je demandais à ma conseillère financière, je lui ai demandé, mais ça va où mon argent? Je le mets ici, et puis qu'est-ce que vous faites avec? Et elle a pas su répondre à ma question. Et sinon, elle a sorti une liste de sociétés, voilà, que moitié je le connaissais pas et l'autre moitié je savais que c'était pas bon du tout. Et puis donc je me suis dit est-ce que je le mets dans l'immobilier? Non, parce que là aussi il y a des sharks, comme on dit, des requins, voilà. Et des fonds d'assurance, pareil. Donc voilà, donc je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose d'éthique avec mon argent et j'ai envie de savoir où il va.
Et je m'en fous d'avoir des intérêts, etc. Parce que la différence c'est aussi ça. On l'appelle des actions, mais il faut pas du tout s'imaginer que c'est des actions pareilles à n'importe quelle autre société cotée en bourse. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment l'achat d'une part d'un projet qui sert à créer des possibilités pour des jeunes agriculteurs qui veulent se mettre à l'agriculture biologique ou très raisonnée. Des projets que vous connaissez? Des projets que nous on connaît. On peut d'ailleurs dire que l'aspect lucratif est mis à l'écart, en fait. Enfin, bien qu'on appelle ça des actions. Ouais. La différence sur l'actionnariat classique, enfin, de l'actionnariat dans une démarche capitaliste classique, on place de l'argent et on souhaite une rétribution du capital, donc avec un certain pourcentage. Capital, oui. Nous, en fait, on peut pas proposer ça dans la mesure où l'argent il est placé. L'idée sous-jacente de la foncière, c'est d'extraire les terres du marché aussi foncier. Et donc de jamais revendre les terres. C'est vrai que il y a cette idée, et donc puisqu'on ne revend jamais les terres, il n'y a pas de plus-value. On n'est pas sur un système où on place de l'argent et il y a une plus-value parce qu'on revend plus cher et qu'on fait une belle affaire. Plus-value des actions, plus les dividendes, comme dans le capitalisme classique. C'est donc, totalement différent. Les gens font l'impasse sur le dividende. Il n'y a pas de dividende, donc on devient actionnaire. Mais en fait, c'est vrai qu'on devrait pas appeler ça action. C'est plutôt un investissement solidaire. C'est de l'investissement solidaire en fait. Elena avait fini sur son rôle en tant que... Oui, moi je suis actionnaire effectivement, mais je suis bénévole et en fait je fais partie d'un groupe local de Terre des Liens parce que il y a des groupes locaux partout en France et à Lille, dans la métropole, il y a un groupe qui s'appelle le groupe local Lille Métropole et nous sommes une quinzaine de personnes et nous sommes un peu animés par William et on organise on va dire deux sortes d'actions. La première est de la communication. On essaie de faire de la communication sur le territoire pour les citoyens, pour les élus des communes de la métropole, sur ce que c'est Terre des Liens, les projets, les actions, etc. Et puis on fait aussi de l'accompagnement aux porteurs de projets. Ça veut dire que Terre des Liens nous met en contact direct avec des jeunes, des agriculteurs qui cherchent des terres. Et nous, en tant que citoyens, on essaye de créer un réseau et mener des actions pour chercher de la terre et trouver de la terre pour eux, en fait. Et c'est une démarche assez exceptionnelle, originale des Terres des Liens qui nous plaît beaucoup, parce que on est vraiment en contact direct avec ces personnes qui cherchent à s'installer. C'est-à-dire que vous allez chercher chez les agriculteurs propriétaires, vous allez dans les collectivités locales. Les propriétaires terriens aujourd'hui, quoi, en fait, en gros. Oui, on s'invente tout type d'actions. on essaie d'être très créatif. On a fait, par exemple, on a organisé, il y a plein de choses, mais là, moi personnellement, j'ai participé à des entretiens auprès des agriculteurs qui sont actuellement, qui travaillent, qui ont de la terre sur un secteur spécifique de la métropole, pour essayer de comprendre comment ça marche la transmission de la terre, parce que ça c'est un argument très important pour Terre des Liens. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'un agriculteur part à la retraite, et puis qui prend les terres en fait. Et on a essayé de comprendre s'il y a parmi ces agriculteurs une sensibilité aux questions foncières et une sensibilité à l'agriculture biologique aussi, et aussi s'ils connaissaient Terre des Liens, etc., pour voir s'il y avait des ouvertures. Est-ce qu'on sent une progression dans le milieu agricole, par exemple, de cette sensibilité à la fois à l'agriculture biologique, aux besoins des jeunes de s'installer,
au refus, par exemple, de l'agriculture de plus en plus industrielle, ou est-ce que ça commence à venir? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu as senti, toi, en rencontrant les... Alors, c'est difficile à dire. Je pense qu'il y a un peu de tout en ce moment. Il y a certainement une réflexion un peu plus profonde sur l'agriculture qui s'appelle l'agriculture conventionnelle. Par certaines personnes, mais moi, personnellement, j'ai rencontré aussi, malheureusement encore, des jeunes agriculteurs qui sont encadrés dans le système traditionnel. Et ça vient malheureusement beaucoup des écoles de l'agriculture. Je ne sais pas comment elles s'appellent. Ouais, les lycées agricoles. Les lycées agricoles, etc., qui donnent une impostation très définie, très fermée sur l'agriculture traditionnelle. Vous voulez dire que les écoles d'agriculture sont pas sensibles à la bio? En fait, c'est vrai que le milieu de l'agriculture est pas toujours très connu, mais si on se plonge dans comment est organisé le ministère de l'agriculture, c'est comme un État un peu dans l'État, quoi, dans le sens où il y a les écoles, les lycées agricoles, les écoles d'ingénieurs en agriculture aussi sont pilotées par ce seul ministère. Et donc à la fois le cursus pédagogique, l'encadrement technique, les décisions politiques sur l'organisation du marché agricole, etc. Tout ça est piloté par un seul ministère. Et c'est vrai que l'agriculture biologique est encore vraiment, on va dire, à la marge. L'agriculture biodynamique, j'en parle même pas, c'est presque tabou, on va dire, dans les lycées. C'était pour René. Agricoles. Mais et c'est vrai que le fait que des citoyens de la métropole aillent voir quel est l'état des réflexions des agriculteurs aujourd'hui, c'est vrai que ça met en évidence une sorte de décalage de gens à qui il faut pas jeter la pierre, mais qui ont été pendant 50 ans, enfin surtout depuis les années 60, les lois d'orientation agricole qui étaient mises en place après la Seconde Guerre mondiale, ils sont insérés dans un schéma. Et la PAC par la suite. Et la PAC, voilà, qui est venue alimenter tout ça. Ils sont dans un schéma effectivement où ils se retrouvent déjà avec peu de capacité de pouvoir réfléchir sur toute forme de production, parce qu'on leur a asséné le productivisme, que ce soit dans les techniciens qu'ils encadraient, les syndicats agricoles, on va dire plutôt le syndicat agricole majoritaire, etc. Tout était fait pour que finalement ils puissent, et les écoles bien entendu, ça c'est sûr, les écoles en premier lieu. Donc c'est on va dire un parcours entier qui fait que les ouvertures et les brèches sur d'autres formes de production sont compliquées, et voilà, donc on se retrouve un peu confronté à ça, et du coup avec des gens qui se lancent dans l'agriculture biologique parfois de manière, et d'autant plus en Nord-Pas-de-Calais, on est dans une région très insérée sur l'industrie agroalimentaire au niveau du paysage agricole, donc l'agriculture biologique devient quasiment anecdotique. Donc c'est vrai que voilà, il y a un travail mais il y a immense. Quelques exemples, j'ai lu quand même dans votre revue Terre Tous, d'ailleurs, c'est amusant comme titre, j'ai bien aimé. Il y a quand même quelques exemples d'élevage ou de maraîchage qui prennent, non? C'est vraiment marginal, je suppose, quand même. C'est marginal en termes de surface que ça peut représenter, de nombre d'installations. Par contre, c'est voilà, parmi ces fermes, il y en a qui sont vraiment exemplaires, qui sont parfois même indépendantes des subventions de la PAC dont on parlait tout à l'heure, et qui arrivent à faire tourner, vivre des gens sur des surfaces beaucoup plus modestes que certaines grosses fermes qui sont sur 150 hectares avec une seule personne qui travaille. Donc et c'est vrai que c'est des fermes qui fonctionnent bien, qu'on a pu soutenir pour certaines grâce à Terre des Liens en région. On a pu soutenir comme ça quelques projets via la foncière, faciliter des transmissions. Et c'est vrai que les opérations d'acquisition de foncier pour favoriser des transmissions qu'on a pu établir aujourd'hui, celles qui ont été réussies, ça tenait quand même souvent à la volonté du cédant. C'est-à-dire que c'était soit déjà des fermes en bio et qui avaient la volonté de transmettre parce qu'ils ont travaillé sur un outil de production exemplaire
qui veulent le transmettre. Et c'est vrai que pour récupérer des terres qui sont aujourd'hui en agriculture conventionnelle et qui permettraient d'accueillir des jeunes, etc., on est sur des démarches de sensibilisation beaucoup plus complexes, et on n'a pas de cadre contraignant aujourd'hui, quoi. Il y a pas de, le cadre aujourd'hui juridique en gros les terres partent à l'agrandissement, les démarches pour pouvoir réguler ces flux de foncier sont encore limitées. C'est là où il y a un pas encore à franchir au sein de Terre de Liens, qui serait voilà des constructions, enfin des recommandations, on va dire, à l'échelle nationale ou européenne sur une nouvelle gouvernance du foncier, mais on n'en est pas du tout là, même si les débats s'initient autour de ces questions-là. Mais voilà, ça c'est une question. C'est l'étape d'après. Oui, voilà, c'est une question que on pouvait pas éviter. Vous avez d'autres équivalents en Europe que Terre de Liens? Vous le savez, ça? En Italie, sûrement, je le sens. Elena, tu veux parler? Oui, il y a... Alors, en fait, non. À niveau... Terre de Liens est assez avancé comme association, et c'est vraiment exemplaire en Europe. Pour l'Italie, en ce moment, il y a une sorte de naissance très très récente de certaines associations qui justement ont pris des contacts avec Terre de Liens pour voir un peu, pour faire un petit échange d'expérience, pour comprendre un petit peu, voilà. Et donc il y a en particulier il y a un projet européen qui s'est mis en place qui ressemble des associations similaires à Terre de Liens en Europe, pour exactement ça, pour voir un peu comment grandir à niveau européen, pour après peut-être essayer de faire un petit lobby, je ne sais pas, même si j'aime pas trop ce mot, mais à niveau de l'Europe. Et on a des échanges, voilà, on a des échanges aussi avec des Belges, et on les rencontre, je pense, assez régulièrement, et ils ont fabriqué leur propre outil avec la création d'une... Alors eux, ils ont pas les mêmes statuts juridiques que nous, mais ils ont aussi joué comme nous avec le cadre, et ils ont créé une société coopérative d'acquisition de foncier. Ils ont acheté leur première ferme récemment, en fait. Mais c'est vrai que il n'y a pas de structure aussi avancée que Terre de Liens en Europe, mais on voit des initiatives aussi en Allemagne. Il y a quelque chose qui s'appelle Regional Verte, et où il y a aussi ce rassemblement à la fois de consommateurs, agriculteurs, parce que c'est la grande originalité de Terre de Liens, elle est aussi dans le rassemblement des profils. Il y a des distributeurs, des producteurs, des citoyens, des investisseurs qui se rassemblent autour de ce projet. Et voilà, en Allemagne, il y a Regional Verte qui ressemble le plus, on va dire, à l'initiative de Terre de Liens. Mais c'est pas non plus anodin si c'est né en France plus spécifiquement. C'est aussi qu'on a le marché, le foncier, même s'il est déplorable, c'est le plus régulé d'Europe. C'est-à-dire qu'on a quand même des outils de régulation du marché foncier, la SAFER. Voilà, on peut émettre quelques critiques sur le fonctionnement de la SAFER, mais c'est quand même un outil de régulation du foncier qui n'existe pas, par exemple, chez nos voisins belges, qui ont des terres du coup beaucoup plus chères, sur lesquelles ils ont encore moins d'emprise pour favoriser des installations. Donc on avait peut-être un contexte un peu plus favorable pour pouvoir faire naître ces types d'initiatives, et voilà, qui sont liées aussi au niveau de régulation en France, quoi. René? Simplement pour donner une idée d'ensemble à nos auditeurs. Donc Terre de Liens, il y a l'association dont on a parlé, il y a la foncière qui constitue le capital nécessaire aux acquisitions, et il y a une troisième entité, c'est le fonds de dotation. Je pense qu'on l'a abordé un peu, si vous pouvez en parler un petit peu. Alors le fonds de dotation, le principe, c'est que là, la démarche, elle tourne plus autour de l'investissement solidaire, mais c'est une démarche qui tourne autour du don. Donc le principe d'un fonds de dotation, c'est de pouvoir... Alors, en tout cas, le fonds de dotation qui a été construit par Terre de Liens, son principe premier, c'était de pouvoir accueillir des terres en don. Voilà, ça peut paraître un peu
absurde, mais il y a des agriculteurs en fait qui sont tellement soucieux de la destinée de leur outil de travail qu'ils sont prêts à le donner, à le confier à Terre de Liens, parce que Terre de Liens a la capacité après d'en assurer une gestion en agriculture biologique, notamment en contractualisant avec l'agriculteur qui va s'installer et en mettant des clauses environnementales dans le bail, etc. Donc vous avez d'ailleurs ce qu'on appelle le un contrat de, je me rappelle plus du terme. C'est un bail rural environnemental. Voilà, le bail rural environnemental. Voilà, qui est entre le fonds de dotation et l'agriculteur voilà, qui cultive. Une sorte de contrat. Voilà, c'est ça. Sous le statut du fermage, qui protège aussi beaucoup le locataire, c'est-à-dire il a un droit d'usage, on lui offre un droit d'usage sur toute sa carrière, par exemple. Donc dès qu'il rentre sur les terres, il en a l'usage, et puis après il sait alors aussi on rentre du coup sur les terres de Liens avec en sachant qu'on va aussi les quitter, donc ce qui est pas aussi la démarche paysanne classique, parce qu'il y en a qui restent dans leur ferme même après. Donc du coup ça change aussi potentiellement le rapport au foncier, à la terre, comment on s'installe, et on sait qu'on peut être de passage aussi sur ces terres, quoi. Et le fonds de dotation donc peut accueillir à la fois des terres mais aussi des dons en argent de personnes, parce que en fait accueillir une terre en don, ça a un coût, ne serait-ce que les frais notariés, oui. ou rénover le bien, etc. Donc du coup il y a aussi des dons numéraires, quoi. C'est justement ce que je suggérais, l'idée justement, enfin c'était Antoine, du livret Agir, qui pourrait être aussi un complément de revenus, enfin une source de revenus pour Terre de Liens. René fait une proposition de gestion financière pour le fonds de dotation. Fonds de dotation. Bon, il faudra qu'on aille voir le crédit coopératif ensemble. Voilà. C'est sa banque, évidemment. Il est en train de parler C'est également la mienne. Oui, exactement. D'accord. Bien, moi, je voudrais poser une question pourrie. Le bio, alors c'est vrai pour tous, c'est possible pour tout le monde, le bio? Qui c'est qui se colle à cette question? Et alors, je vous raconte une histoire. L'année dernière, j'ai participé à des cours de permaculture en Belgique. Et c'est les frères ouvriers. C'est un groupe d'ouvriers qui, en fait, dans les années 70, ont commencé à cultiver leurs terres parce qu'il y avait un moment de crise, et voilà, ils ont dit bon, ok, on a un bout de jardin, on se met à cultiver ensemble, et voilà. Et ils ont commencé à faire de la permaculture. Donc, très très simplement, et ils laissent la terre faire son travail, merci. Et donc ils ont les aubergines à côté, en Belgique, enfin à côté de ce que normalement les gens appellent des mauvaises herbes, et puis il y a un citronnier qui fait des citrons, je vous le jure. Et je l'ai vu avec mes yeux, et puis plein de légumes de toutes sortes, et ils disent voilà, nous on fait vraiment pas grand chose avec, on laisse vraiment la terre travailler toute seule, et on sait pas comment utiliser tout le bien qu'on a. On n'arrive pas à consommer tout ce qu'on a. Et ça, je pense que c'est un bon exemple pour dire que oui, le bio peut nourrir toute la planète. Moi, par rapport à ça, j'étais aussi une fois à un colloque scientifique où il posait la question des rendements. En ce moment, les scientifiques de l'INRA sont très inquiets parce qu'ils voient pour la première fois dans l'histoire de la nouvelle agronomie une stagnation des rendements à l'échelle mondiale. Alors, ils essayent de mettre ça sur le dos des changements climatiques, etc. Et c'est vrai que est-ce que ça ne serait pas plutôt dû justement à l'épuisement des sols, dû à cette agriculture justement, ça, ils se sont pas trop posé cette question, mais en tout cas, on remarque que souvent ils réfléchissent très très rarement à l'échelle du système de production, et en plus à une échelle de temps longue, parce que c'est vrai qu'ils regardent les rendements de la parcelle, par exemple la parcelle de blé, qu'est-ce qu'elle va nous donner, mais l'analyse de tous les intrants
soit qui viennent, enfin, soit les ressources fossiles qu'il faut aller chercher à l'extérieur pour alimenter ce sol, et puis l'analyse de l'épuisement de ce sol sur le long terme, donc les rendements qui vont de fait diminuer, ça n'est pas vraiment pris en compte dans leur calcul. Et c'est vrai que a priori l'agriculture biologique et biodynamique est une réponse à la fois sur une réflexion sur l'alimentation sur le long terme qui paraît beaucoup plus adaptée, et plus ensuite après la réflexion sociale autour de la capacité de cette agriculture à offrir de l'emploi et à favoriser le contact entre les gens, plutôt que des fermes sur 400 hectares où tout le monde est seul dans son coin. Et de l'emploi qualifié, on peut le pressentir. Eh bien voilà, c'était donc William Leveluc et Elena Ferrario de l'association Terre de Liens sur les ondes de Radio Campus 106.6 MHz. Merci pour la qualité dans l'intervention de nos invités, et merci Elena pour ton excellent français. Bon retour. Merci, arrivederci. Merci.